Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre rendez-vous d'analyse et de décryptage de l'actualité sociopolitique et économique. 3 sujets forts, 3 débats, une seule émission. D'abord, la MATCA, la mutuelle d'assurance des taxicompteurs d'Abidjan, secouée par une profonde crise interne. Que se passe-t-il réellement dans cette structure censée garantir la protection des chauffeurs de taxi-compteurs, délégués, direction, chauffeurs, les tensions s'exacerbent, nous tenterons d'y voir clair. Et puis dans la deuxième partie, la convention corsaire signée avec 5 grandes institutions ivoiriennes fait grincer des dents, avantages jugés indécents, soit soins à Paris, billets d'avion à prix réduit pour les élus. Que révèle cette affaire sur la gestion des privilèges en Côte d'Ivoire? Nous en parlerons. Et puis, dans la troisième et dernière partie de cette émission, PDCI-RDA, le PDCI porte ses revendications au Parlement européen. À 1 an de la présidentielle ivoirienne, faut-il y voir un signal fort à l'international ou une stratégie de pression politique? Analyse à suivre dans quelques instants. Place à la première partie de cette émission. Nous avons un invité en la personne de M. Chérif Mohamed Abdoul, porte-parole des délégués MATCA. Bonsoir à vous, M. Chérif. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est tout un honneur. Alors hier, nous avons assisté à des coups de feu dans la commune du Plateau. Que s'est-il réellement passé? D'abord, il est difficile pour moi de m'exprimer sur ce qui s'est passé au Plateau parce que je n'y étais pas. Mais selon le rapport que j'ai eu, parce que je suis allé au chevet des blessés, les amis m'ont dit que hier, ils avaient une réunion avec les délégués du Haut Conseil. Je précise, parce que quand on dit délégué, pour le citoyen lambda qui nous regarde, il peut peut-être ne pas savoir qui est délégué, qui ne l'est pas. Le délégué MATCA, c'est celui qui est élu par sa commune pour représenter les sociétaires de la commune au sein de la MATCA. Du coup, sur l'étendue du Grand Abidjan, il y a 52 délégués. Et ces délégués-là, il y a des délégués dans chaque commune qui sont élus par les sociétaires MATCA. Quand je dis sociétaires MATCA, ça veut dire les propriétaires des taxis de ces communes-là, qu'ils élisent des délégués pour les représenter à la MATCA. Donc, ce sont ces délégués-là hier qui, ayant constaté une situation de fait que nous tous nous avons constatée, si vous permettez qu'on revienne là-dessus, peut-être après on le fera, ce sont ces délégués-là qui se sont mis ensemble avec les délégués du Haut Conseil. Le Haut Conseil, c'est le Haut Conseil du patronat des entreprises des transports routiers. Ils se sont mis ensemble pour aller à la MATCA, aller, selon eux, aller faire la nomination d'un nouveau DG. La question qu'on se pose, est-ce que c'est de leur droit? Est-ce que les délégués ont le droit de le faire? Je dis que oui. Parce que selon les tests de la MATCA, le DG étant sous contrôle judiciaire, il était normal que le conseil d'administration se réunisse et tire les conclusions et ensuite nomme un DG par intérim pour faire évacuer les affaires courantes en attendant que la justice se prononce sur le sujet. C'est ce que les délégués hier, selon ce qu'on m'a dit, ont essayé de faire. Et ils ont été, accueillis, comme on a tous vu sur les réseaux sociaux, par les tirs nourris, après les tirs de sommation. Malheureusement, ce qui est arrivé... D'aucuns parlent de 11 blessés et à la source, d'autres parlent d'un blessé. Qu'en est-il réellement du nombre de blessés? Ce n'est pas qu'un blessé. Moi, personnellement, j'ai pu visiter 9 blessés. On m'a dit qu'il y avait 2 autres, mais j'ai pu visiter 9 blessés. Bien. Des blessés par balle, je précise. Monsieur Chérif, ça fait plus d'1 mois que la MATCA connaît des tensions. Yeah. Alors, tout à l'heure, vous parliez du DG qui est sous contrôle judiciaire. Yeah. Comment êtes-vous arrivé à cette situation? C'est une situation malheureuse, mais merci de me poser la question. Depuis le début de cette crise,
tout fait pour avoir un plateau pour pouvoir éclairer la lanterne. Effectivement, on avait convoqué un débat sur la question avec la maison des transporteurs qui a décliné l'offre à la dernière minute. J'ai toujours fait cela et je vais vous dire pourquoi il y a un souci. À la MATCA, je disais tantôt que pour être délégué, il faut être d'abord sociétaire. Pour être sociétaire, il faut avoir au minimum un taxi. Donc, il y a des personnes qui étaient dans le conseil d'administration, qui, après avoir atteint leur nombre de mandats, parce que quand on est élu administrateur, c'est pour une durée de 6 ans renouvelable une seule fois. Donc, ça vous fait 12 ans. Quand vous avez fait 12 ans de durée dans le conseil d'administration, vous partez pour que de nouvelles personnes entrent. Je vous explique le fondement même de la crise. Il y a des personnes qui étaient avec l'ancien conseil d'administration, qui ont été admis à la retraite, on le dirait comme ça, qui ont mal digéré cet état de fait-là. Qui, selon eux, ils devraient rester encore. Ils refusent de respecter les textes. Justement. Donc, quand ils se sont retrouvés dehors, ils ont commencé... nous, on n'était pas membres du conseil d'administration. Je suis délégué. La MATCA est composée. Je vais vous faire un bref récit pour qu'on comprenne, que tout le monde comprenne comment la MATCA fonctionne. Après l'élection des délégués dans les communes, qui font 52 délégués, ces 52 délégués-là élisent 10 personnes, parmi les 52-là, qui sont membres du conseil d'administration. Et ces membres du conseil d'administration-là élisent une personne comme PCA. Et c'est ce PCA-là qui propose un DG qui est ensuite, comment on appelle, accepté par le conseil d'administration et soumis aux autres 42 délégués. Quand ça passe en AG ordinaire, quand c'est validé, le DG est alors nommé. Il peut être nommé en CDI ou bien en CDD. S'il vous plaît, sur ce point, excusez-moi, on a entendu parler d'un DG qui ne serait pas ivoirien, qui serait béninois. Avec tout ce processus que vous décrivez là, comment êtes-vous arrivé à cette situation des béninois ivoiriens? Merci beaucoup. Et puis, est-ce que la MATCA exige forcément la nationalité ivoirienne quand on sait que dans ce secteur, il y a toutes les nationalités? Oui, c'est vrai qu'il y a toutes les nationalités, mais je vais vous dire que c'était un faux débat. Parce que en 2019, il y a eu 2 procès contre l'ancien DG Guédou Eli Ousmane. Premier procès, il a gagné le procès. Il y a eu un deuxième procès où il a gagné. Mais quand la justice a déjà tranché quelque chose, est-ce qu'il revient aux citoyens lambda? La justice disait quoi? La justice disait qu'il était ivoirien. Est-ce qu'il revient aux citoyens lambda de mettre en cause une décision de justice? Moi, je dis non. Si on est républicain, il faut avoir le respect des institutions. La justice a tranché sur ce problème-là. Guédou Eli Ousmane est ivoirien. 2019. Donc, il a le droit d'être DG? Il a le droit d'être DG. D'accord. Donc, ce problème était un faux problème. Après, il y a eu le second problème, c'était le problème des détournements. Moi, je vous dis quelque chose. Comprenons-nous ensemble. Des personnes qui étaient avec Guédou, ce sont ces mêmes personnes-là qui étaient dans le conseil d'administration. Ce sont ces personnes, parce qu'ils sont sortis aujourd'hui, ce sont eux qui se lèvent pour dire, mais écoutez, il n'est pas ivoirien, écoutez, il est en train de faire le détournement. Voilà pourquoi, dès que la crise a commencé, sur les réseaux sociaux, j'ai dit, si le détournement est avéré, ils sont alors coupables de ces détournements-là. Ils doivent rendre compte aux sociétaires que nous sommes. Parce que quand nous étions en assemblée générale ordinaire, j'étais l'un des délégués qu'on qualifiait de rebelles. Tous les délégués le savent, même ceux qui me suivent peuvent vous le dire. Dans notre domaine, parce que je me suis toujours opposé à certaines choses. Bien. Et ces personnes-là, laissez-moi aller au bout, ces personnes aujourd'hui qui traitent Guédou, qui disent que Guédou a fait du détournement, ce sont ceux-là qui étaient les avocats pour nous montrer les bien fondés des actions. Bien. Moi, je reviens sur les faits d'hier qui sont déroulés au plateau. OK. Alors, qui sont ceux qui étaient en tenue civile, qui tiraient sur la foule?
J'ai dit qu'il est difficile pour moi de le dire parce que je n'y étais pas. Voilà. Je n'étais pas sur place. Moi, en fait, je pose cette question. Je pose cette question parce que ils n'étaient pas en tenue militaire. Bien, mais il dit qu'il n'arrive pas à identifier ces personnes. De façon continuelle, dans le domaine syndical, nous sommes toujours confrontés à des violences, que ce soit à Yopougon, à Bobo, à Djambé, toujours dans le milieu syndical ou dans le milieu du transport en Côte d'Ivoire, nous sommes toujours confrontés à de non-violences. Alors, est-ce que ce sont pas, ces individus ne sont pas des syndicalistes de la MATCA? Est-ce que ces individus n'appartiennent pas à la mutuelle? Est-ce que ça ne s'est pas passé entre vous? Merci beaucoup. La question me plaît énormément parce que il faut dire que depuis le départ, j'ai tenté de planter le décor pour faire comprendre aux gens que la MATCA, qu'est-ce que c'est que la MATCA? La MATCA, c'est la mutuelle des assurances des taxis-compteurs. C'est une maison d'assurance. Ce n'est ni une structure syndicale. Donc, c'est cet amalgame-là qui crée le problème que nous avons aujourd'hui. Mais ce problème-là, on l'avait résolu quand nous avons fait les toilettages des textes pendant l'AG ordinaire en 2016. Parce que depuis le début de la MATCA, 89, 31 octobre 1989, la MATCA était toujours sujet à ces gens de soubresauts des syndicalistes. Pour ces mêmes problèmes-là, la MATCA a été placée sous administration provisoire 3 fois déjà. Et la dernière en date, c'était en 2009. Pourquoi? Après 2009, nous avons réfléchi, nous avons trouvé le nœud gordien du problème. C'était quoi? C'était que les gens faisaient l'amalgame entre la MATCA et, comment on appelle, le syndicat national. Pourquoi? Pour quelles raisons ils font cet amalgame-là? Parce que nos pères fondateurs, le plus connu, c'est Kassim Koulibaly, notre baobab, était le président du syndicat national. Et c'est celui-là même qui est à l'initiative de la création de la MATCA. Donc certains, à cause de ces faits-là, certains font l'amalgame de lier la MATCA à une maison des syndicats. Tout à l'heure, dans la présentation, j'allais revenir là-dessus, notre présentateur a présenté la MATCA comme étant la structure qui était censée protéger les chauffeurs de taxi. Est-ce que ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Pourquoi? La MATCA a 2 objectifs. La MATCA assure les taxis-compteurs. Deuxième objectif, payer les sinistres. Point barre. Il s'agit de protection sociale. La MATCA n'est pas une structure de protection sociale. La MATCA, c'est une structure d'assurance. Ces 2 objectifs, c'est assurer, payer les sinistres. Point barre. Bien, mais quand on parle d'assurance, c'est protection sociale. Oui, bien, assurer, mais dans d'autres cas, on ira à d'autres questions avec Nsina Karamoko. Je crois que je ne vais pas revenir sur l'intervention de Daouda tout à l'heure parce que quand même, nous sommes désolés de le constater qu'à chaque fois que dans ce secteur, il y a une revendication, elle s'accompagne de violence. Et hier, malheureusement, on était arrivé à un tel niveau que vous qui êtes les délégués, vous devez être interpellés. Parce qu'il y a eu des coups de feu. Et les Ivoiriens qui, il y a longtemps, n'avaient pas entendu ces coups de feu, chacun est allé de son commentaire personnel pour dire que, bon, voilà, c'est mélangé au plateau, qu'il y a des tirs à l'arme lourde, etc. Et ça a créé un petit panique au marché d'Agamemnon où moi j'étais, malheureusement. Maintenant, deuxièmement, vous avez dit que la MATCA assure, n'est-ce pas, les taxis-compteurs, et la MATCA paye les sinistres. Tout à fait. Mais dans le fond, est-ce que vous êtes sûr, parce que c'est vrai que nous aussi on cause avec des propriétaires de taxis, et peut-être que nous en avons possédé à un moment donné, est-ce que c'est vrai que la MATCA n'est pas plus une structure à travers laquelle les dirigeants et les délégués vous engraissez? Est-ce que le vrai palabre au niveau de la MATCA, ce n'est pas des palabres d'intérêt financier? Parce que, apparemment, la MATCA ne joue pas à fond le rôle pour lequel
elle a été créée, cette mutuelle. Est-ce que les taxis qui sont volés, les propriétaires sont effectivement payés comme il se doit? Parce que n'oublions pas que, tel que la MATCA a été conçue, et cette assurance-là a l'exclusivité absolue de l'assurance des taxis. C'est-à-dire quand tu es un taxi-compteur, tu ne peux pas aller l'assurer ailleurs qu'à la MATCA. Est-ce qu'en retour, les propriétaires de taxis bénéficient effectivement, n'est-ce pas, des paiements des sinistres? Parce que apparemment, ce n'est pas le cas. Au lieu de vous appesantir à ça, vous regardez plutôt dans la bouche du directeur, il a été détourné ci, il a été détourné ça. Vous vous détournez véritablement de l'objectif. Vous ne pensez pas? Si la question est la bienvenue, je vais répondre à la première question, concernant relativement à ce qui s'est passé hier. Je vais dire que nous, en tant que délégués MATCA, nous avons sonné la sonnette d'alarme depuis la prise, l'embastillement de la MATCA par un groupuscule de syndicalistes. Des personnes qui ont posé plainte, qui ont porté plainte contre le DG de la MATCA pour, disent-ils, fraude sur la nationalité, détournement de fonds. Vous voyez, ils portent l'affaire devant les juridictions. Et quand le DG est interpellé, Manu Militari, je précise cela, le DG est interpellé, il est gardé à vue. 2 jours après, ces personnes-là, ils reviennent à la MATCA avec un autre DG qu'ils sortent sous un chapeau et puis ils viennent l'installer pour dire, ben, écoutez, le DG est démis, le conseil d'administration est dissous. J'ai dit, mais écoutez, où on est? Alors là vient le problème du respect des tests. Une entité comme la MATCA a des tests qui la régissent. Nous avons des tests qu'il faut respecter. En la matière, qu'est-ce qu'il faille faire? C'est vous qui portez la plainte, c'est vrai. L'autorité prend le DG. L'autorité garde le DG, comment on appelle, pas devant elle, je vais le dire comme ça. Mais en même temps, ceux qui portent la plainte là, c'est eux qui viennent le lendemain avec un DG. Ils l'installent. Je vais vous faire remarquer quelque chose. J'ai crié sur tous les toits pour dire que c'était de la forfaiture. Il faut respecter les textes. Dans toutes les assurances, pour avoir un DG, ça ne se fait pas comme ça. Il faut avoir l'agrément de la CIMA, qui est la conférence interafricaine des marchés des assurances. Même actuellement, quand le ministre, notre ministère de tutelle, le ministre, non, c'est le ministère de la Finance, des Finances. Okay. Quand elle décide de mettre un AP, un administrateur provisoire, le ministère écrit d'abord à la CIMA pour dire à la CIMA que je veux mettre un administrateur provisoire à la tête de la MATCA. C'est quand la CIMA donne son accord favorable que notre ministère ici, alors, a la main libre pour nommer non, allez-y. Permettez-moi de définir cela. C'est important pour que les gens le sachent. Si le ministre fait référence à ceux-là avant de nommer un AP, un administrateur provisoire, mais qui sont ceux-là qui sortent fils-d'elle du Haut Conseil et qui viennent? Et puis ils sortent un DG là, ils prennent un bic, ils écrivent tu es nommé. Et puis, le vous attendez parler, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a cautionné cette forfaiture? Mais écoutez, je vais dire que d'une manière ou d'une autre, parce que le silence de nos autorités face à nos cris de cœur a occasionné cela. À un moment donné, permettez-moi de parler, c'est important. Vous êtes en train de dire que les autorités sont complices de cette affaire. Je ne vais pas parler de complicité, mais je vais parler de lourdeur. Ils ont été lents avant d'agir. Cette histoire-là serait réglée si la décision prise ce matin avait été prise depuis lors. Moi, j'ai fait des conférences de presse. J'ai réuni plus de 14 journalistes. Oui, d'accord, M. Chérif, s'il vous plaît. Est-ce que finalement, il n'y a pas une sorte de pagaille dans ce secteur-là? Parce que vous avez vous-même dit
qu'il y a eu au moins 3 administrateurs provisoires qui ont été installés par le passé. Vous ne m'avez pas permis de répondre les 2 questions. Ça allait être bien, parce que ces questions-là me plaisent énormément. Ça permettra à ceux qui nous suivent d'être éclairés. C'est M. Chérif dit clairement. Non, merci, Marcelin Niawa. Merci bien. Allez-y, répondez aux questions. Mon frère Danyama a posé la question de savoir est-ce que la MATCA n'est pas détournée de ses objectifs. Je dis que peut-être en vain, cette administration-là, c'est peut-être possible. Mais avec les 12 ans de l'équipe sortante, de Guédou, nous avons pu avoir la certification de la MATCA. Si vous regardez les sociétés d'assurance en Côte d'Ivoire ici, rares sont celles qui sont certifiées. Quand on parle de certification, c'est assainissement de tout ce qui est engagement en interne. Et la MATCA aujourd'hui, tout le monde le sait, vous pouvez faire vous-même vos propres enquêtes, est l'une des meilleures assurances en termes de paiement des sinistres. Tout le monde doit le savoir. Et c'est facile de faire ces recherches-là. Nous sommes dans le monde de l'Internet. Vous pouvez facilement faire vos recherches. Comment c'est arrivé? C'est parce qu'il y a eu une gestion rigoureuse. Les 12 derniers mois. Pas les 12 derniers mois. 12 dernières années. Les 12 dernières années. Ah, d'accord, ok. Et écoutez, malgré que ces 12 dernières années ont été difficiles pour la MATCA, pour les gestionnaires de la MATCA, parce que pendant ces 12 dernières années, nous avons été victimes de concurrence déloyale. Avant, nous étions à plus de 36 000 taxi-compteurs. Mais à cause de la concurrence déloyale, qui est partie d'abord des Woro banalisés, après est venu le problème des VTC. Mais écoutez, l'État a pris des dispositions pour réorganiser le domaine des VTC. Mais jusque-là, ça traîne. Mais écoutez, on regarde encore, il y a encore un autre modèle de transport qui est en train d'être créé encore, qu'on les appelle les chauves-souris. Ils sont oranges, ils n'ont pas d'antenne, ils n'ont pas de compteur. Mais tout cela, c'est... Chauves-souris. Oui, écoutez, bien. Ils sont nus. Alors, non, bien avant, ce jour, on a assisté à la nomination d'un administrateur provisoire à la MATCA, en la personne de M. Diko Balamine. Comment vous réagissez face à cette nomination? Ben moi, c'est un sentiment de joie. Joie mitigée, certainement. Pourquoi c'est mitigé? J'aurais voulu que la légitimité soit respectée au lieu de la légalité. C'est un jeu de mots. La légitimité, c'est ceux qui ont été élus. La légitimité, c'était avec Guédou Eli Ousmane. C'est vrai. C'était avec Faman Touré, qui était notre PCA. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on a dit que c'est le DG qui a fait le détournement. En respectant la légitimité, le DG pourrait être mis de côté. Le conseil d'administration, puisque nous avons des tests, pouvait nommer un DG intérimaire et puis en attendant que la justice fasse son travail. Mais écoutez, ça n'a pas été le cas. Des renégats ont pris la MATCA en otage et ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Ils ont fait subir à la MATCA une hémorragie financière qui est approuvée. Après, l'État prend les dispositions pour nommer un AP. C'est vrai que ça apaise. Ça permettra de mettre fin à l'hémorragie financière. Ça permettra certainement aux milliers de transporteurs de pouvoir avoir leurs sinistres. Parce que ceux qui étaient là ne pouvaient pas payer des sinistres. Il y a un mois, que tous ceux qui ont des sinistres sont bloqués. Ils ont les véhicules garés au garage. Parce que, pourquoi? Je vous rappelle que pour pouvoir signer un document pour faire sortir de l'argent à la MATCA, pour payer le sinistre de quelqu'un, il faut avoir l'agrément de la CIMA. Ceux-là n'avaient pas d'agrément. Nous ne pouvions pas payer des sinistres. Un mois que les propriétaires de taxis n'arrivaient pas à percevoir les sinistres. Donc, de ce point de vue, c'est un soulagement. Et nous souhaitons bon vent au
Bien, docteur nouveau Ouattara. administrateur provisoire. Au vu de tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on ne peut pas dire avec certitude que c'est une guerre de clans D'intérêt. de clans d'intérêt, une guerre économique même, qui fait ravage au sein de la mutuelle? Je ne pourrais pas dire non, je ne pourrais pas dire oui, mais écoutez, dans la vie de chaque jour, il y a des guerres, des guerres d'intérêt. Chaque fois quand moi je me lève, quand je dois faire ma prière, c'est parce que il y a l'intérêt derrière que le jour du jugement dernier, Dieu va m'accorder le paradis. Ah ouais. Là, c'est pour cet intérêt-là. Mais je vais vous dire que le problème réel de la MATCA, ce n'était pas que l'État mette un administrateur seulement à la tête, hein, même si cela nous soulage. C'est le problème du non-respect de nos textes. Parce que quand des personnes... Par qui? Mais écoutez, on va dire même par nos autorités. Non, mais- Parce que, écoutez, on va le dire comme ça. Parce que quand des personnes responsables se mettent ensemble en société et qu'ils écrivent des tests, ils le soumettent à l'État. Voilà nos tests. Voilà ce qui doit être fait chez nous au cas où B est malade, au cas où Y est absent. Et que ces cas arrivent, qu'est-ce que l'État doit faire? On doit faire recours aux tests. Qu'est-ce que les tests disent? C'est quand on met en application les tests. Mais pourquoi vous évoquez l'État? Est-ce que l'État doit s'ingérer ou se prononcer sur les questions qui concernent la MATCA? Et justement, pourquoi maintenant l'État met un administrateur provisoire? Parce que l'État est souverain. Est-ce que vous voyez? Quand nous avons créé une entreprise, pourquoi, comment on appelle, le cahier des charges ou bien le statut et règlement des comptes est déposé chez l'État? Parce que l'État est le garant. Ceux qui sont venus enlever le DG, ils ont porté plainte où? C'est chez l'État qu'ils ont porté plainte. Qui a pris le DG pour le mettre en garde à vue? C'est l'État. Quand l'État prend le DG et l'État le dépose en garde à vue, l'État en retour devrait pouvoir regarder dans pareilles circonstances, chez vous là-bas, qu'est-ce que les tests disent? Si on avait fait cela, ce qui est arrivé hier au plateau ne serait pas arrivé. D'accord. Mais je dis, non, laissez-moi préciser cette partie-là. Il ne s'agit pas de mettre un AP. On l'a déjà fait plusieurs fois. Mais il faudrait maintenant que l'État s'applique pour qu'on puisse respecter les tests. Ce n'est pas seulement valable pour la MATCA, c'est valable pour toute la société ivoirienne. Non. Le respect des tests. Donc, si je comprends bien, selon vos propos, l'État est en partie responsable de la situation que vit la À cause de mutuelle son actuellement. laxisme. Bien. Alors, votre dernier message aux chauffeurs affiliés à la MATCA qui s'inquiètent de leur avenir au sein de la mutuelle? Et le problème, je vais revenir un peu là-dessus encore. On va aller rapidement. On a 2 minutes C'est pour pas terminer. les chauffeurs qui sont affiliés, c'est les propriétaires des taxis qui sont affiliés. Cet amalgame-là, vous le Bien. faites toujours. On a des propriétaires qui sont aussi chauffeurs. Oui. Justement, mais d'abord, c'est les propriétaires. Donc, écoutez, nous, on va demander au nouveau administrateur provisoire de tout mettre en œuvre pour qu'au sortir de cette crise-là, parce que son objectif, c'est l'organisation de l'AG élective pour faire remettre la MATCA entre les mains des propriétaires des taxis que nous sommes, les vrais propriétaires des Bien. taxis. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut reformuler l'intitulé de la MATCA quand on entend mutuelle d'assurance des chauffeurs de taxi compteurs d'Abidjan? Pourquoi pas C'est propriétaire? pas chauffeur de taxi d'Abidjan, mutuelle d'assurance des taxis compteurs d'Abidjan. Bien. C'est pas chauffeur de taxi, Bien. mutuelle d'assurance C'est des ce qu'on taxis a l'habitude compteurs d'entendre d'Abidjan. même de la bouche des membres de votre mutuelle. C'est la rectification que je viens de vous donner. Bien, Moi, merci. j'ai une autre question. Allez-y. Est-ce que tous les taxis compteurs d'Abidjan sont affiliés à la MATCA? Impérativement, les taxis compteurs. On ne peut pas être taxi compteur et prendre l'assurance ailleurs. Mais cette concurrence déloyale fait que. Mais ce que vous êtes en train de faire, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de concurrence déloyale? Laquelle? Pourquoi ne pas permettre à un propriétaire de taxi de prendre une autre assurance qu'il veut? Je vais vous dire, comme vous dites que le temps est petit, sinon, pourquoi la MATCA a été créée? Parce qu'en 89, le taux de sinistralité était tellement élevé que les autres assureurs ont refusé d'assurer les taxis compteurs. C'est en ce moment-là que Feu, les fondateurs, Kassoum Koulibaly, est allé voir le président Félix Houphouët-Boigny
Et en son temps, le père fondateur de la République nous a donné les moyens pour mettre en place une mutuelle afin d'assurer les taxicompteurs. Oui, mais Voilà avec comment la vient. crise que la MATCA vit aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une occasion pour mettre fin à ce monopole? Et ce n'est pas une occasion parce que pourquoi? La MATCA reste un exemple de réussite pour toute l'Afrique. Oui, mais... Merci, Bon, merci. Non, c'est terminé, une dernière Daouda Ouattara. Merci à vous, monsieur Chérif Mohamed Abdoul. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Je rappelle que vous êtes le porte-parole des délégués de la MATCA. Merci. On espère vous revoir très prochainement pour un autre débat. Si les autres partis acceptent, bien sûr, de participer à cette émission. Je vous remercie. C'est nous. Je souhaite bon vent au nouveau administrateur provisoire, M. Diko Balamine. Et je souhaite que, à la sortie de cette crise-là, qu'on apprenne aux autres, à tout le monde, de respecter les textes pour éviter d'autres crises encore à venir. Bien, c'est l'heure de la réclame publicitaire. Voilà, nous sommes de retour de la pub et rejoints par monsieur Eric Bayala, analyste politique, consultant sur 2 News. Bonsoir Eric Bayala. Bonsoir Sidi. Merci de nous avoir rejoints. C'est moi qui Alors, dans cette deuxième partie, nous parlerons de la convention Corsair qui suscite controverse et provoque de vives réactions. Mais bien avant, je vous propose de suivre cet élément. C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée par le PPACI sur la question. Reportage signé Diana Mon et Axel Niamke. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, a tenu une conférence de presse le lundi 19 mai dernier pour donner sa position sur la signature de renouvellement d'un partenariat entre une compagnie étrangère de transport aérien et 5 institutions ivoiriennes. Partenariat rendu public par la présidente du Sénat, Kandia Camara, dans un reportage diffusé sur la télévision nationale. L'accord prévoit des réductions sur les billets d'avion de la compagnie, aussi bien pour les missions officielles que pour les voyages privés. Il offre également un accès à des soins de santé à tarifs préférentiels à l'hôpital américain de Paris. Le parti de Laurent Gbagbo dénonce ce qu'il considère de décisions discriminatoires. Le PPACI considère que ces conventions de traitement préférentiel avec la compagnie Corsair et l'hôpital américain de Paris sont en réalité un partenariat secrètement négocié, conclu et exécuté uniquement par les structures concernées pour le bien-être de leurs élus, de certaines élites, de leurs familles, au détriment de celui du peuple de Côte d'Ivoire qui les a portés au pouvoir. Il signe une convention avec Corsair, alors que nous avons une compagnie nationale qui fait du transport aérien. Vous vous imaginez le gouvernement français ou ses démembrements signer une convention pour le transport par voie aérienne des officiels français avec une compagnie comme Emirates, Turkish Airlines. Bien, Eric Bayala, comment vous réagissez face à cette sortie du PPACI? Bon oui, ce que je voulais dire à ce propos, comme je l'ai toujours dit, quand on est un parti d'opposition, c'est vrai que ce serait intéressant et bien indiqué de critiquer en vue de faire des propositions. Mais là, ceux qui prennent la parole aujourd'hui, comme nous l'avons vu dans l'élément, ce sont des gens qui ont dirigé la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010. Sous leur magistère, on parlait de Air Ivoire. Mais pourquoi aujourd'hui on ne parle plus de Air Ivoire? Parce qu'ils n'ont pas su gérer, cette compagnie a disparu. Quel était l'état de la flotte de la Côte d'Ivoire sous le règne du président Laurent Gbagbo? Air Ivoire avait combien d'avions? Pratiquement rien. Et là, on parle des Corsair et non des Air Côte d'Ivoire. Non, je veux dire quoi? Je veux dire, dans un premier temps, que lorsque le président Alassane Ouattara accède à, qu'on appelle ça, à la tête de l'État, de 2012 jusqu'à aujourd'hui, la flotte ivoirienne a considérablement augmenté. Nous sommes aujourd'hui à 12 aéronefs, nous sommes à 12 avions. Nous avons 3 Airbus qu'on appelle A320. Nous avons 4 choses qu'on appelle Airbus A319. Et nous avons 5 bombardiers Q400. Et au moment où nous parlons, la Côte d'Ivoire est donc en train d'attendre 2 gros avions, 2 gros porteurs A330 qui vont faire la ligne Côte d'Ivoire-Paris. Mais
au moment de 2000 à 2010, la Côte d'Ivoire, il n'était même pas possible à un Ivoirien d'avoir un vol direct à partir de la Côte d'Ivoire pour aller aux États-Unis. C'était pas possible. Bien, en somme, quel sens donnez-vous au renouvellement de ce partenariat? Non, je veux dire, tout simplement, ce n'est pas une obligation. L'État de Côte d'Ivoire dit que nous faisons un partenariat avec cette entreprise française pour dire qu'en attendant que la compagnie nationale ne desserve la ligne Abidjan-Paris, voici donc des possibilités pour les élus et les institutions qui vont avec de pouvoir contracter. Sinon, ce n'est pas obligé. Bien. Si je veux, je vais à cette compagnie. Eric Bayala. Si je veux, je n'y vais pas. Non, pas. Voilà. Okay. Et je termine rapidement pour dire, mais ce n'est même pas la première fois que des institutions de la République contractent avec des entreprises françaises. Dans peut-être mon second temps de parole, je mettrai ici sur la table les contrats qui ont été signés au temps du président Laurent Gbagbo avec des entreprises françaises. Vous, quel sens donnez-vous à ce renouvellement de partenariat entre ces institutions ivoiriennes? Merci, M. Sidik. Et mais permettez-moi de faire un bref rappel. En effet, en décembre 2024, lors de sa traditionnelle prise de parole, le président de la République avait fait des éloges à l'endroit de Corsair, qui disait même que dans les 6 mois à venir, il y a de nouveaux avions qui allaient venir et ça allait desservir Abidjan-Paris. Mais mieux, il est allé loin en parlant même du système sanitaire. Il a dit que 80% du territoire ivoirien était couvert par les hôpitaux et les centres de santé étaient équipés. Quand on va un peu plus loin encore, le 28 avril dernier, à Bouaké, un CHR a été inauguré. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Dimba, disait que ce CHR qui a coûté plus de 40 milliards était équipé du matériel de dernière génération. Quelques jours après, c'est Eliou Gabar dans la République. Gros scandale. On annonce des contrats qui sont signés par des autorités pour aller se faire soigner en France, eux et leurs familles. Mais cette situation révèle une triple indécence. Pourquoi? L'indécence au niveau politique. Ça veut dire qu'il y a inadéquation entre la politique de santé publique annoncée par l'État de Côte d'Ivoire et les promesses faites. On nous parle de 40 milliards d'un CHU qui vient d'être ouvert et puis on cherche à aller se faire soigner. Bien, alors à la précision, vous allez continuer. Oui. Mais précision, selon un article que nous avons vu ce jour, le Sénat ivoirien a tenu à indiquer qu'aucun contrat n'a été conclu avec l'hôpital américain de Paris, qui n'est d'ailleurs nullement mentionné dans la convention signée avec Corsair. Bien, non, il faudra faire cette précision à nos téléspectateurs. Allez-y, continuez. Il y a de l'indécence économique. Parce que la rationalité économique est aux antipodes du patriotisme. On a entendu parler du patriotisme lorsque des Ivoiriens ont été arrêtés au Mali. On a dit que l'opposition n'est pas patriotique. Merci. Non, merci Eric Bayala. Merci. Non, vous avez eu 3 minutes de parole. Merci bien. Merci Nakaramoko. Merci bien. Même si vous n'êtes pas sur ce plateau en qualité de conseil économique et social, c'est votre fonction. Oui, c'est ma fonction. Quelles sont les informations nécessaires sur ce partenariat? Vous savez, est-ce qu'il est question de soins médicaux à l'hôpital américain de Paris? On va parler des soins médicaux parce que la convention, on n'a que 4 minutes pour terminer. La convention qui a été signée avec Corsair prend également en compte ce que Corsair a comme partenaire, c'est-à-dire Corsair est partenaire dans l'hôpital américain. Sinon, il n'est pas indiqué de façon claire et précise dans la signature que nos autorités ou bien les membres des institutions que nous sommes, qu'on a l'obligation d'aller nous soigner dans un hôpital américain. Ce qu'il faut retenir, et c'est ce qui est important, l'État de Côte d'Ivoire, à travers ses institutions, veut alléger le budget. Parce que nul n'est censé ignorer que les membres des différentes institutions de la République de Côte d'Ivoire vont régulièrement en mission à l'étranger. Régulièrement, pour le compte de la Côte d'Ivoire et dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mais les billets d'avion qui sont payés, si avec une compagnie de transport, une convention a été signée afin de réduire sensiblement, mais ça soulage le budget d'État, on devrait au contraire applaudir les responsables de ces institutions qui ont pu décrocher ce contrat, d'où la communication qui a été faite autour. Bien. Maintenant,
Je l'ai dit, si moi, Karamoko, j'ai une pathologie que je veux traiter et qu'en Côte d'Ivoire, la spécialisation n'existe pas, mais je vais en Europe, comme Gbagbo, et aller soigner sa dent au Maroc en son temps parce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas assez de spécialistes ici pour soigner la dent qui lui faisait mal. Est-ce que ça a été un scandale à son temps? Donc, il ne peut pas nous donner des leçons. Bien, merci Lansana Karamoko. Docteur Daouda Ouattara, est-ce que pour vous, ce partenariat crée une injustice entre, bien sûr, les responsables politiques et les citoyens ordinaires? Bien sûr. Alors, ça crée une grosse injustice. Parce qu'il faut dire d'abord que ce partenariat est un aveu d'échec, d'échec de la part de l'État de Côte d'Ivoire. À quel niveau? Parce que à travers ce partenariat, l'État vient de montrer publiquement que quand 15 ans de gouvernance, il n'a pas été capable de mettre à la disposition des Ivoiriens une compagnie aérienne digne de ce nom. Capable de desservir une ligne assez importante, bien très importante pour la Côte d'Ivoire, Abidjan-Paris, Paris-Abidjan. Figurez-vous que depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 250 milliards de francs CFA qui ont été investis pour la relève et le développement de Air Côte d'Ivoire. Alors, on ne peut pas investir autant d'argent dans une telle compagnie et venir lui faire de la concurrence déloyale. Parce qu'en signant ce partenariat avec Corsair, non seulement Corsair va diminuer les prix, les coûts pour comme on appelle ça, ses élus et leurs familles, leurs partenaires, leurs collègues de travail, etc. Mais sachant qu'en décembre 2025, Air Côte d'Ivoire va commencer à desservir la ligne Abidjan-Paris, Paris-Abidjan, alors ça sera une concurrence déloyale. Mais on appelle ça en langue marketing et commerciale, on appelle ça du dumping. Alors, ça sera du manque à gagner pour Air Côte d'Ivoire et pour la Côte d'Ivoire en général. Merci Eric Bayala. Oui, mais ce que je vais dire... On aura chacun 45 secondes pour terminer cette partie. Ce que je vais dire rapidement, c'est que de 1960 à 1993, sous Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire avait 0 scanner. De 93 à 99, sous Bédier, 0 scanner. De 93 à 99 à 2000, sous Guéhi, 0 scanner. De 2000 jusqu'à 2011, sous Gbagbo, 0 scanner. C'est à partir de 2012 jusqu'en 2025 que les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire ont totalisé 14 scanners. Aujourd'hui, nous venons... Laissez-moi que vous... Non, docteur. Vous n'avez pas la parole, docteur, s'il vous plaît. Docteur Ouattara, non. Docteur, s'il vous plaît. Merci, Eric Bayala. Docteur, je vais retrancher cela dans vos temps de parole, s'il vous plaît. Allez-y. Vous avez 10 secondes, merci. Allez-y. Aujourd'hui, la pointe des pointes en termes d'IRM, le CHU de Cocody dispose d'une IRM qui est l'obtention des images par résonance magnétique. Donc, il permet de visualiser toutes les parties du corps en termes d'images et de faire les diagnostics appropriés. L'État de Côte d'Ivoire en dispose notamment au CHU de Cocody à Abidjan et dans les autres CHU, comme vous l'avez indiqué dans le CHU de Boaké. Et bien entendu, sous les règnes précédents, quel était le niveau du plateau technique sanitaire en Côte d'Ivoire? Oui, on va faire le bilan. Bien. En 2012, la Côte d'Ivoire avait 70 Merci Eric Bayala, c'est terminé pour vous. En 2025, nous avons 113, avec les hôpitaux qui sont super équipés. Merci Eric Bayala. Montrez-moi l'hôpital dans lequel le président Laurent Gbagbo est allé se faire soigner. Merci Eric Bayala. Merci Eric Bayala. Marcelin Niawa, on vous a bien compris, votre temps est terminé. Le PPACI parle d'une démission, souhaite une démission de la présidente du Sénat, Kandia Camara. Dans un véritable pays démocratique, ça se passe à ce Non, Eric Bayala, s'il vous plaît, allez-y. Eric Bayala, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît, allez-y. Terminez. Non, ne répondez pas, répondez à la question. Il vous reste 30 secondes. Répondez à la question. Vous n'avez pas la question. J'ai dit que si nous sommes dans un pays démocratique, face à ce gros scandale, les autorités doivent démissionner. Mais pour leur dire aussi qu'ils arrêtent de faire un mauvais commerce avec la vérité. Parce que sous Laurent Gbagbo, nous l'avons tous vu ici, il y a eu des scanners qui ont été achetés dans les hôpitaux. Donc, doucement. Bien, merci. Non, Eric Bayala, comme vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît, ne parlez pas. Merci, Marcelin Niawa. Merci, Docteur Ouattara. Non, merci. Non, s'il vous plaît, on ne vous attend pas quand vous parlez. Marcelin Niawa, prochaine question pour vous. Merci bien.
Allez-y, docteur Daouda Ouattara. Pour moi, en tant que citoyen de ce pays, c'est une honte pour moi que de voir les autorités ivoiriennes laisser le système sanitaire, les hôpitaux ivoiriens pour aller se faire soigner à l'extérieur. Merci, docteur Ouattara. Merci, c'est terminé. Malheureusement, le temps que nous est imparti est arrivé à son terme. Place maintenant au troisième sujet de cette émission. Aussi la raison, quand on vous pose une question, répondez à la question. Évitez également d'interrompre les autres. Ce sont les conséquences voilà, des comportements parfois pas catholiques sur ce plateau. Alors, troisième sujet de cette émission, revendication du PDC-RDA au Parlement de l'Union européenne. D'abord, l'ancien Karamoko, quel sens donnez-vous à cette démarche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Je crois que c'est Jean-Louis Bié qui a raison. C'est lui qui a eu raison. Peut-être qu'il a eu tort d'avoir trop raison. Il a dit que Thiam est déconnecté complètement de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Comment un pays, vous pouvez vous imaginer qu'en 2025, au lieu de se battre sur le territoire ici, où il n'est ni électeur, ni éligible, au lieu de régler ici ces choses, il va user ses chaussures devant l'Union européenne, comme si c'est l'extérieur qui devait nous dicter comment nous devons nous comporter. Et par le passé, on a vu avec le RHDP, groupement des partis politiques. En 2025. Et par le passé, il y avait une base militaire ici à Abidjan. Et aujourd'hui, cette base militaire n'existe plus. Elle est toujours là. Non, il faut me laisser parler. Cette base militaire n'existe plus ici à Abidjan. Marcelin Niawa, quand vous parlez, vous n'aimez pas qu'on vous interrompt. Également, évitez d'interrompre les autres. Allez-y. Alors, j'ai dit que cette base militaire existait il y a quelques mois, mais elle n'existe plus. Thiam qui fait référence à la démocratie et à la souveraineté sénégalaise, mais pourquoi Thiam aujourd'hui, lui-même, il va devant l'Union européenne pour demander à ses parents, parce qu'il est français, pour demander à ses parents européens de venir nous dicter ce que nous devons faire ici. Dites à Thiam que les données ont changé, les temps ont changé. Bien, merci. Voilà. Alors, docteur Daouda Ouattara, comment expliquez-vous le fait que le PDC-RDA aille saisir le Parlement européen au lieu de saisir d'abord les institutions nationales compétentes comme la CEI et le Conseil constitutionnel? Parce que dans la deuxième partie, vous parlez de la Côte d'Ivoire qui traite avec Corsair. Pourquoi, dans le cadre politique, pourquoi ne pas saisir nos institutions et faire confiance aussi à nos institutions nationales? Bien. Vous savez, je le disais sur ce même plateau la dernière fois, le PDCI a initié, a déposé cette revendication auprès de l'Union européenne pour mettre la pression au niveau international. Quelle pression? Pour mettre la pression sur l'État au niveau international. Inviter, n'est-ce pas, l'Union européenne à s'immiscer dans la politique ivoirienne et se victimiser. Parce que au niveau local, les militants, peut-être à travers le meeting du 31 mai, vont mettre la pression au niveau local, tandis qu'ils sont en train de faire des plans et mettre la pression au niveau international à travers les organisations internationales. Donc pour vous, cette démarche s'explique dans le but de vouloir mettre la pression voilà, sur l'État du Côte d'Ivoire. Bien, l'État de Côte d'Ivoire qui est autonome, qui est voilà, souverain. Souverain également. Alors, Marcelin Niawa, que répondez-vous à l'accusation selon laquelle le président de la CEI, M. Kubié Koulibaly, ne jouerait pas franc jeu? Est-ce que vous disposez d'éléments concrets pour étayer cela? Mais à travers les réponses de M. Kubié, il a toujours fait la politique. Et surtout, quand on reproche beaucoup de choses à la CEI, c'est le RHDP qui répond à sa place. Mais si le RHDP répond, oui, quel est le lien entre le RHDP et le président de la CEI? On fait des reproches à la CEI, c'est le RHDP. Ça veut dire que Kubié et le RHDP, mais PPAC répond. Le PPAC également répond. Donc, le PDCI et le PPAC répondent. Kubié a perdu sa crédibilité aujourd'hui dans l'organisation des élections. C'est ce que je peux dire. Bien, alors, non, vous n'avez pas la parole. J'ai bien le nom, Éric Bayala. Dans les 7 revendications du PDCI, on voit aussi l'appel du PDCI a interdit ce qu'ils ont eux-mêmes appelé un 4e mandat pour le président Ouattara. Est-ce qu'il dispose de bases juridiques ou une logique politique pour demander cela? Bon, d'abord même, je pense qu'il y a 7 revendications qui ont été déposées devant le Parlement européen. Et dans l'une des 7 revendications, il demande au président Ouattara de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Pendant que dans ces mêmes revendications, il parle d'une élection, d'un scrutin inclusif, où tous ceux qui sont
candidats peuvent aller, qu'on appelle, à la compétition, à l'élection présidentielle. Mais je pense qu'ils sont allés en pèlerinage. Hein? C'est une balade qui ne peut... En fait, ils sont allés en pèlerinage, ils essaient de donner du coffre à leur exil volontaire. Parce que là où on l'attend, c'est sur le terrain politique en Côte d'Ivoire, auprès des militants du PDCI qui se trouvent être des brebis sans berger. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aller demander à la commission électorale de demander la démission du président d'une institution indépendante qui conduit les élections au motif qu'il aurait un rapprochement avec le parti au pouvoir. Mais ça n'a pas de sens. Parce que quand on dit un scrutin est inclusif, ça ne veut pas dire qu'il faut se méprendre des dispositions de la loi pour permettre à tout individu qui veut être candidat de l'être. Non. Être inclusif, c'est être conformément en règle avec les dispositions de la loi et de participer au scrutin. Et donc, si vous avez des problèmes de nationalité et d'inscription sur la liste électorale qui sont des faits, qui sont quelque chose de factuel, mais c'est avéré. Pour ça, vous transportez le débat ivoirien dans un parlement européen, mais à quelle fin? Mais comme d'autres ont pris des armes pour ça aussi hier. Non, mais justement, non. Ça dit que ces interventions pirates-là, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est que ce fait-là, en le faisant, il est allé en pèlerinage, il est allé en villégiature en France, et donc il essaie de donner à ses militants qu'il est en activité politique. Merci, Eric Bayala. Docteur Daouda Ouattara, allez-y, réaction rapidement, 30 secondes pour terminer. Moi, parmi ces 7 points de la Convention, il y a le point 1, 2 et 4 qui me gênent énormément. Je vais commencer par le point 4, où il est dit que le président Ado ne doit pas faire un 4e mandat, si j'ai bien lu. Alors, moi, je veux bien demander au PDCI RDA, qui a aidé le RADP à faire adopter la Constitution en 2016. N'est-ce pas le PDCI RDA? Pourquoi poser un acte en amont et refuser son résultat en aval? Bien. Ça pose problème. Il vous reste 10 secondes. Le point 1 et 2. Alors, le PDCI demande la démission du président de la CEI et la récomposition de la dite commission. Alors, selon le protocole de la CEDEAO relative aux questions démocratiques et de bonne gouvernance, il est impossible. En son article 2, il est dit qu'on ne peut pas modifier ou changer les textes relatifs aux élections. Merci, docteur. Malheureusement, c'est terminé. On va permettre à Lansana Karamoko 15 secondes et Marcel Niawa 15 secondes pour terminer. Moi, c'est le conseil que je pourrais donner au PDCI, que Tcham, dites à Tcham qu'à l'heure où on parle en Côte d'Ivoire ici, il n'est ni électeur, ni éligible. Et que ce n'est pas l'Union européenne qui viendra dire à la Côte d'Ivoire, un pays souverain, le pays du docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ce que nous devons faire. Il perd son temps. Il vaut mieux qu'il vienne rester auprès de ses militants qui ont besoin de lui. Ça fait 2 mois qu'il est parti. Merci, Lansana Karamoko. Marcel Niawa, vous avez 15 secondes pour terminer. Mais moi, je pense que si le le gouvernement avait accepté le dialogue politique, le PDCI n'aurait pas suivi le chemin de ses alliés d'hier, le chemin qu'ils ont emprunté, le RHDP, pour pouvoir renverser d'autres pouvoirs. Donc, c'est sur le même chemin qu'ils sont. Il faut que le dialogue en interne ait lieu pour éviter d'aller chercher des discussions. Mais il y a un dialogue, place maintenant au carton rouge. Voilà le premier carton rouge de cette émission avec Dr Daouda Ouattara. Bien. Carton rouge à l'État de Côte d'Ivoire qui a modifié en catimini et de façon unilatérale l'article 52 du Code électoral. Qui est en violation, n'est-ce pas, du protocole de la CEDEAO relatif aux questions démocratiques et de bonne gouvernance. Carton rouge. Bien, carton rouge, Lansana Karamoko. Bon, mon carton rouge, il sort complètement de la politique. Hein. Et mon carton rouge s'adresse à l'Africa Sport, aux dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan. Vous savez, quand l'Africa brille et que la SEC brille, le football ivoirien se porte bien. Mais ça fait des lustres que l'Africa a pris un engagement avec la seconde division. Donc on demande au président Kyo de tout faire pour remonter notre Africa. Moi, je suis un supporter de la SEC, mais que l'Africa vive, pour que le football ivoirien puisse vivre. S'il n'est pas capable, alors qu'il cède la place à une autre équipe. Merci.
Bien, Eric Bayala, carton rouge. Ah, je m'attendais à Nyawa. Ok, bon, mon carton rouge va à l'endroit de l'opposition. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer. Parce que je voulais rappeler que ce qu'ils appellent signature de contrat, il n'en est pas un. Ce n'est pas qu'on appelle une signature de contrat avec une compagnie aérienne. C'est une convention, c'est un partenariat libre. Il appartient aux élus d'accepter librement d'y aller. Eux, ils n'ont pas vraiment cette coercition-là, une obligation de forcément aller à cette compagnie aérienne pour leur voyage. Et il n'y a pas de contrat qui lie ces élus avec l'hôpital américain. Il faut que ça soit bien clair. Voilà, l'hôpital américain et la compagnie de transport sont partenaires. Et donc, en contractant, sinon en ayant un partenariat avec cette compagnie, de facto, vous bénéficiez des avantages qu'il a avec cet hôpital américain. Simplement. Ça n'a absolument rien à voir avec un contrat. Bayala, dernier carton rouge. Mieux. Et je pense que sous le magistère du président Alassane Ouattara, merci Eric Bayala. Le temps est terminé, s'il vous plaît. Eric Bayala, merci. Allez-y, Marcelin Niawa. Carton rouge au gouvernement RHDP et au scandale qu'on pourrait dénommer désormais Candia Gates, relatif au contrat de voyage à des coûts préférentiels, qui révèle une triple indécence au niveau politique, économique et éthique. C'est un mépris de la vulnérabilité des masses populaires en Côte d'Ivoire. Il faut bien lire ton Non, Eric Bayala, on n'intervient pas dans les cartons rouges, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. C'est un mépris pour la population ivoirienne. Pour vous, voilà. Pour toi, la population. Alors, merci bien. Place maintenant aux chiffres du jour. Le chiffre du jour, c'est 21. Rencontre entre la coalition Cap Côte d'Ivoire et le RHDP. Se tiendra une rencontre exceptionnelle demain au siège du parti présidentiel demain mercredi 21 mai. Objectif, encourager le dialogue politique, renforcer la transparence et consolider la paix en Côte d'Ivoire à l'approche des prochaines échéances électorales. Marcelin Niawa, qu'est-ce que ça vous inspire cette rencontre? Oui, mais c'est ce qu'on a toujours souhaité. Moi, je pense que c'est une bonne information. Malheureusement, sans le PPACI de Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas grave, peut-être ça va venir. Ils ont leur méthode de discussion. Peut-être qu'ils veulent le faire par parti politique. Mais toujours est-il que tout dialogue est toujours bon. Ça permet d'apaiser la situation et d'alléger un peu l'atmosphère. Bien, Eric Bayala, réaction. 30 secondes seulement. Oui, et comme on l'a toujours dit, nous l'avons dit qu'au niveau du RHDP, c'est un parti qui est ouvert, un parti du dialogue. C'est notre dialogue. Seulement ce que l'opposition doit comprendre, ce n'est pas à eux d'imposer le timing et les conditions de la discussion. Vous venez de voir qu'à temps voulu, il y a une rencontre qui aura lieu demain mercredi entre le RHDP et les partis de l'opposition. C'est un parti de l'opposition. C'est une disposition qu'a bien voulu le RHDP. Et le tempo et l'imprime de la marche de la politique ivoirienne voudrait que, de temps en temps, des rencontres entre des partis politiques qui participent à la démocratie de la Côte d'Ivoire puissent se mettre en marche. Comme merci, Eric Bayala. Lansina Karamoko. Oui, c'est la preuve que le RHDP reste un parti très ouvert, un parti de dialogue. Et comme l'a dit Eric, ce n'est pas l'opposition qui doit imprimer le rythme, n'est-ce pas, de toutes ces démarches en faveur du dialogue. Vous venez vous rendre compte qu'ils ont trouvé la formule, ils vont discuter avec CAP, certainement que le PPACI va suivre, etc. Et puis, on va finir par décanter la situation et puis on va avancer en Côte d'Ivoire. Bien, Dr Daouda Ouattara, rencontre exceptionnelle entre Cap Côte d'Ivoire et les RHDP. Qu'est-ce que cela vous inspire? Une très belle initiative. Une très belle initiative en ce sens que le dernier dialogue politique ivoirien... Mais ça n'a rien à voir avec le dialogue politique. Ça n'a rien à voir. Le dernier dialogue politique entre partis... On va aller rapidement. Quel lien entre le dialogue politique? Il reste 20 secondes entre le dialogue politique et cette rencontre. Le 2 mars 2022. Et au sorti de là, il y a eu, comment on appelle ça, des accords ou bien des résolutions qui ont été prises. Chacun a pris la résolution de respecter tout ce qui a été... Le dialogue politique, c'est dans un autre cadre. RHDP, opposition, gouvernement, société civile. Et là, c'est une rencontre RHDP Cap Côte d'Ivoire. Oui. RHDP Cap Côte d'Ivoire, ce sont deux partis politiques ou bien deux entités politiques qui se rencontrent. Donc, on peut dire que les deux vont dans le même sens. En fait, ce que je veux faire ressortir, c'est qu'il ne s'agit pas de se rencontrer, prendre des engagements qu'on ne va pas respecter. On prend des engagements, on est assis, on prend des engagements, et au final, on ne les respecte pas. Et ça va nous conduire à des milliers de morts. C'est de ça que moi, je parle.
parle au fait. Bien. Merci à vous, Dr Daouda Ouattara. Merci, Marcelin Niawa, Eric Bayala, Lansina Karamoko. Chers téléspectateurs, fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, mercredi, pour un autre numéro de Entre deux News à partir de 19h50. On parlera bien sûr de cette rencontre entre le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Cap Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique. Nous aurons sur ce plateau des invités tels que, en la personne de Nzi Kokora et bien d'autres analystes politiques qui seront ce soir, demain, ici. Bonsoir.